Lorsque j'ai commencé mes recherches sur les anciennes gares de la fin du 19e siècle, je m'attendais à l'histoire habituelle. Locomotives à vapeur, roues de fer, quais noircis par la suie, hommes couverts de crasse pelletant du charbon dans des chaudières rugissantes. L'image industrielle typique qu'on nous a inculquée depuis l'enfance. Mais cette illusion s'est effondrée dès la première semaine, car les gares que j'ai découvertes n'étaient pas seulement vétustes, elles semblaient irréelles. Absolument pas industrielles, pas primitifs, pas inventées en 1868 par un ingénieur victorien. Non, elles semblaient célestes, de grandes arches qui s'élevaient comme les nervures d'anciens temples, d'innombrables coupoles de verre qui captaient la lumière du soleil à la manière des vieilles cathédrales qui recueillent les prières. Des ferronneries si délicates et complexes qu'elles ressemblaient moins à des machines qu'à de la dentelle faite de lumière stellaire. Ces stations semblaient vivantes, vibrantes, de symétrie, de géométrie et d'harmonie. Et le plus étrange, aucune ne donnait l'impression d'avoir été construite. Il semblait appartenir à un héritage. Plus je m'enfonçais dans la station, plus elle devenait inquiétante. Il manquait les plans. Origine floue. Documents de construction étrangement répétitifs, comme copiés d'un pays à l'autre. Mêmes phrases, mêmes explications, mêmes excuses. Elles furent construites grâce aux innovations de l'ère de la vapeur. Elles symbolisent l'essor de la révolution industrielle. Le style vert et fer était alors simplement une mode architecturale. Mais rien, pas une seule explication officielle n'a répondu à la vraie question. Comment ont-ils construit ces engins? Ni pourquoi, ni quand. Pas sous la direction de quel architecte. Non. Comment? Comment construit-on un bâtiment de la taille d'une cathédrale avec ses arches d'acier aux courbes parfaites, ses nervures de fer à l'équilibre impeccable et ses fondations si profondes qu'elles se perdent dans l'obscurité en utilisant uniquement de la vapeur, des chevaux et des outils manuels? Car, selon la chronologie officielle, ces stations ont été construites à une époque où les ouvriers ne disposaient même pas de perceuses électriques. Ils n'avaient ni grue motorisée, ni niveau laser, ni machine de découpe. Et pourtant, ils ont réussi à construire des bâtiments que nous sommes encore incapables de reproduire aujourd'hui. Des bâtiments qui semblent venir d'un autre monde, d'une autre époque, d'une autre civilisation. J'ai continué mes recherches. J'ai épluché des journaux, des revues d'ingénierie, des catalogues d'expositions universelles et des archives de musées poussiéreuses qui semblaient n'avoir pas été consultées depuis un siècle. Et c'est là que l'histoire a basculé. Car sous la beauté et l'architecture, sous le verre et le fer, il y avait autre chose. Quelque chose de mécanique, quelque chose de caché. Un sujet tabou. L'eau, pas comme élément de décoration, non pas comme des fontaines pour les visiteurs. Un système, un réseau, une technologie oubliée. Partout où je regardais, à Londres, Paris, Saint-Louis, Anvers, je la voyais. D'immenses chambres fortes souterraines. Des tunnels anti-inondation qui n'ont jamais été inondés. Des sous-sols agencés comme des chambres hydrauliques. Des canalisations plus grosses que les collecteurs d'égouts modernes. Des canaux partaient des rivières directement dans les fondations des gares. Et ce n'était pas un hasard, c'était un plan délibéré. Plus je m'enfonçais, plus cela devenait clair. Ces stations n'étaient pas seulement des merveilles architecturales, elles ressemblaient à des machines. Machines actionnées par l'eau. Ascenseurs hydrauliques capables de soulever des wagons entiers. Plaques tournantes silencieuses fonctionnant grâce à la pression et non à la vapeur. De vastes réservoirs dissimulés sous des plateformes, bassins, canaux, vannes et écluses, tous parfaitement alignés pour acheminer, stocker et convertir l'eau en énergie. Ces stations semblaient faire partie d'un système global, un système dont on nous a appris l'inexistence, un système que nous avons oublié comment percevoir. Et, le plus étrange, les archives qui décrivent ces systèmes s'arrêtent tout simplement. On trouve dans des revues techniques des années 1860 des descriptions d'essais de pression d'eau, de systèmes de siphon et de propulsion atmosphérique. Puis, après 1890, plus rien. Aucune suite, aucune amélioration, aucune explication.
C'est comme si quelqu'un avait refermé le livre au milieu de l'histoire et fait comme si les derniers chapitres n'avaient jamais été écrits. J'ai compris que quelque chose clochait lorsque j'ai remarqué le même détail qui se répétait sans cesse sur les premières photos. Pas de suie, pas de fumée, pas de plafond noirci, pas de crasse. Pour un monde censé étouffer sous le charbon, ces gares paraissaient trop propres, trop immaculés, trop lumineux. Et les trains eux-mêmes, les premières locomotives, sur de nombreuses photos, on ne voit presque pas de traces d'échappement. Ça paraissait anormal. On aurait dit qu'une autre source d'énergie les alimentait, quelque chose de bien plus propre, beaucoup plus calme, quelque chose que nous ne comprenons plus. Cette prise de conscience m'a bouleversé. Car si ces gares fonctionnaient à l'énergie hydraulique, si elles faisaient partie d'un réseau hydraulique oublié, notre vision de la révolution industrielle est incomplète, très incomplète. Demandez-vous, pourquoi toutes les grandes villes ont-elles construit leurs gares au bord des fleuves? Pourquoi tant de gares sont-elles ornées d'immenses fontaines extérieures construites en même temps que la gare elle-même? Pourquoi les canaux souterrains ont-ils été condamnés au début du 20e siècle? Pourquoi les plans d'ingénierie originaux ont-ils disparu? Pourquoi les prétendus pionniers de ces projets ont-ils disparu des archives? Cherchaient-ils à dissimuler quelque chose ou avaient-ils hérité d'un système qu'ils ne comprenaient pas pleinement? Et c'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement d'architecture. C'était la Tartarie, ou du moins les échos d'une civilisation semblable. Une civilisation qui utilisait l'eau, la géométrie, la pression, la résonance et le design comme un système intégré. Un système qui créait de magnifiques structures, véritables machines fonctionnelles, non pas des moteurs que nous alimentons, mais des infrastructures qui s'alimentent d'elles-mêmes. Imaginez un peu un monde où les trains ne brûleraient pas de charbon. Elles fonctionnaient grâce à la pression de l'eau. Là où les stations n'étaient pas des bâtiments, c'étaient des convertisseurs d'énergie. Là où l'architecture n'était pas un simple décor, mais une question de physique. Et dès que cette pensée m'est venue à l'esprit, j'ai compris que je ne pouvais plus l'oublier. Les anciennes gares n'étaient pas seulement différentes des modernes. Elles paraissaient supérieures, plus propres, plus grandes, plus avancées, comme si nous n'avions rien inventé, mais que nous avions simplement régressé. Et c'est peut-être cette partie de l'histoire qu'on nous cache. Peut-être que le monde qui nous a précédés était bien plus avancé, non pas grâce aux microprocesseurs ou aux fusées, mais grâce à une forme d'ingénierie naturelle qui vivait en harmonie avec le monde au lieu de le combattre. En explorant davantage cette histoire, je vous montrerai les plans, les tunnels, les sous-sols, les chambres scellées et les manuels d'ingénierie qui ont mystérieusement disparu juste au moment où ils commençaient à en révéler trop. Mais avant toute chose, si vous êtes encore là, si vous ressentez la même étincelle que j'ai ressentie au début de cette aventure, rendez-moi un petit service. Cliquez sur « J'aime ». Non pas pour l'algorithme, mais parce que cela me prouve que vous faites partie des rares personnes qui recherchent réellement la vérité. L'un des rares à percevoir ce qui se cache entre les lignes. Et croyez-moi, la suite de ce documentaire va bouleverser votre vision de l'histoire à jamais, car ce n'est que le début. Et une fois que vous aurez vu ce qui vous attend, vous ne regarderez plus jamais une gare de la même façon. Quand j'ai enfin compris que ces anciennes gares étaient bien plus que de simples bâtiments industriels, tout ce que je croyais savoir sur le 19e siècle s'est effondré. Car plus je comparais les vestiges, plus je découvrais quelque chose de choquant. Ces stations n'ont pas été conçues comme des technologies de pointe. Elles semblaient avoir été redécouvertes, et plus je les observais, plus chaque angle, chaque poutre, chaque voûte, chaque arche paraissait hérité, comme si les bâtisseurs avaient suivi des plans plus anciens que les nations qui les finançaient. Et c'est là que cette histoire devient véritablement incroyable. Lorsqu'on observe attentivement des gares comme Saint-Pancras à Londres, la gare du Nord à Paris ou Anvers Central en Belgique, on remarque une constante étrange. Les architectes à qui l'on doit la conception de ces gares n'ont en réalité pas conçu les éléments les plus complexes. Ils ont dessiné l'aspect extérieur, la décoration, les façades, les détails ornementaux.
Mais la structure porteuse, le cœur technique des bâtiments, est à peine documenté. C'est presque comme s'il s'agissait de décorer une machine plutôt que d'en construire une. Prenons les quais, par exemple. Les reconstitutions modernes les présentent comme des espaces plats, simples, presque industriels. Mais regardez les photographies des années 1860 et 1870. Ces premiers quais étaient parfaitement symétriques. Ils n'ont pas été construits uniquement pour les passagers. Ils ont été construits autour de quelque chose. Un système, un mécanisme, quelque chose qui exigeait un alignement des étages d'une précision mathématique. Même les dômes racontent des histoires. Aujourd'hui, on suppose que les plafonds de verre servaient uniquement à laisser entrer la lumière naturelle, mais leur forme, leur courbure, leur géométrie, leurs proportions correspondent à des configurations que l'on retrouve dans les chambres acoustiques, les salles de résonance et les amplificateurs harmoniques. Et, combiné aux canaux hydrauliques qui passent en dessous, une autre image se dessine. Ces stations n'étaient pas seulement belles, elles étaient accordées sur quelque chose, à l'énergie, à la pression, au débit de l'eau, aux vibrations. Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude, mais lorsque plusieurs stations situées dans différents pays partagent la même géométrie silencieuse, il est impossible de l'écarter comme une simple coïncidence. Et puis, il y a l'eau. Impossible d'étudier ces bâtiments sans remarquer l'obsession pour les fontaines, les réservoirs et les lacs artificiels. Chaque grande gare de l'époque en possédait un. Toujours placé à l'entrée, toujours symétrique, toujours relié à des canaux cachés. Aujourd'hui, on les considère comme de simples éléments décoratifs, mais s'ils étaient décoratifs, pourquoi étaient-ils reliés à des vannes de pression? Pourquoi étaient-ils raccordés à des canalisations métalliques suffisamment épaisses pour alimenter des machines? Pourquoi arrivaient-ils directement sous les quais? La version officielle prétend que ces systèmes servaient à la prévention des incendies. Vraiment? Alors pourquoi les canalisations sont-elles beaucoup plus profondes que ne l'exigent les systèmes anti-incendie? Pourquoi sont-elles reliées à des sous-structures désormais inaccessibles? Pourquoi nombre d'entre elles ont-elles été scellées, recouvertes d'asphalte ou remplies de béton après le début du 20e siècle? Plus on y regarde de près, plus il apparaît que l'eau n'était pas simplement un élément de la gare. L'eau était la centrale. Elle alimentait les ascenseurs. Elle alimentait les plaques tournantes. Elle alimentait les premiers mécanismes d'aiguillage. Et elle a peut-être joué un rôle plus important encore. En effet, certains journaux des années 1870 décrivent même des trains se déplaçant avec une accélération silencieuse ou une mystérieuse pression d'air, comme si la vapeur ne contribuait que faiblement à leur propulsion. On trouve des témoignages de moteurs qui ne produisent ni fumée, ni suie, ni émanation. Des moteurs qui semblent glisser et non grincer. Pourtant, toute mention de ces machines disparaît après 1890, non remplacées, non repris, tout simplement disparu. Pourquoi? Pourquoi supprimer un système de transport propre et efficace pour le remplacer par une technologie qui a pollué des villes entières? Pourquoi retirer les machines hydrauliques? Pourquoi boucher les canaux? Pourquoi enterrer les réservoirs? Pourquoi dégrader des bâtiments autrefois fonctionnels en les transformant en structures bien plus primitives? Lorsque j'ai consulté les archives, les vieux croquis, les premiers documents d'ingénierie, le silence était assourdissant. J'y ai trouvé des références à la propulsion atmosphérique, au système de pression tubulaire, au mouvement par impulsion hydraulique. Pourtant, aucun de ces systèmes n'apparaît dans les manuels scolaires modernes. C'est comme si elles avaient été effacées délibérément. Mais voici le plus étrange. Plus on creuse dans ces stations, plus on découvre quelque chose de profondément troublant. L'architecture est trop parfaite pour l'époque, trop précise, trop alignée, trop mathématiquement cohérent. Chaque dôme respecte les mêmes rapports harmoniques que l'on retrouve dans les édifices antiques. Chaque arc est aligné sur les points cardinaux. Chaque station est reliée à une voie navigable, même si cela impliquait d'importants travaux de terrassement. On dirait que les Victoriens suivaient des instructions qu'ils ne comprenaient pas vraiment, comme si les machines qu'ils installaient n'étaient que des solutions provisoires, comme si les bâtiments existaient avant les trains eux-mêmes.
Et lorsqu'on prend du recul, lorsqu'on observe la structure, lorsqu'on compare les stations côte à côte, la conclusion devient incontournable. Ce n'étaient pas de simples stations, c'étaient des nœuds, des éléments d'un système plus vaste, un système énergétique, un système de flux, un système de mouvement, peut-être même un système hérité de la civilisation que nous appelons aujourd'hui Tartarie, ce qui soulève la question la plus importante. Si les systèmes de transport du 19e siècle étaient plus propres, plus intelligents et plus avancés que ceux qui ont suivi, qu'avons-nous hérité d'autres sans le savoir? Qu'est-ce qui a été effacé? Et quelle part de notre monde moderne est bâtie sur les ruines d'un monde oublié? Car, une fois débarrassés de la suie, de la vapeur et des mythes victoriens, les gares qui subsistent ressemblent moins au début de l'ère industrielle qu'à la fin d'une époque bien plus ancienne. Dans le prochain épisode, nous explorerons comment toute une ère de transport propre, silencieux et hydraulique a été effacée de l'histoire, remplacée presque du jour au lendemain par la fumée, la suie et les lourdes machines de l'ère industrielle. Qu'est-il réellement advenu de la technologie qui alimentait jadis les grandes gares du vieux monde? Et pourquoi a-t-elle disparu si soudainement? Découvrons ce que les livres d'histoire omettent de révéler. À force d'étudier ces anciennes gares, une évidence s'impose. Leur disparition n'a pas été progressive. Ils n'ont pas décliné. Ils n'ont pas été remplacés naturellement au fil du temps. Les systèmes hydrauliques, les moteurs hydrauliques, les canaux souterrains, tout a disparu presque instantanément, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Et le plus étrange, personne n'en parle, ni dans les manuels scolaires, ni dans les documentaires, pas les historiens des chemins de fer. C'est comme si le monde s'était réveillé un matin et avait collectivement décidé d'oublier l'existence même du réseau de transport le plus avancé jamais construit. Regardez la chronologie. Dans les années 1860 et 1870, les stations hydrauliques étaient omniprésentes. Londres, Paris, Bruxelles, New York. Les plans montrent des canaux sous pression, des ascenseurs hydrauliques, des réservoirs souterrains, le tout parfaitement fonctionnel. Puis, soudain, au début des années 1900, le discours change. Tout devient vapeur, tout devient charbon, tout se transforme en fumée. Sans explication, sans transition, un silence total. On s'attendrait à un débat. Des articles de journaux argumentant pour ou contre l'eau. Des ingénieurs publiant des essais comparatifs d'efficacité. Des urbanistes se disputent les budgets. Mais rien de tout cela n'existe. L'histoire ne révèle aucune période de transition. Pendant une décennie, les stations sont propres, lumineuses, impeccables et harmonieuses. La décennie suivante, elles sont noircies par la suie, modernisées et dépouillées de leur élégance. Il s'est passé quelque chose d'assez important pour anéantir un système énergétique fonctionnel, quelque chose d'assez puissant pour réécrire l'histoire à un point tel que les historiens modernes ne la remettent même plus en question. Les photos montrent clairement le moment où cela s'est produit. Le changement n'est pas progressif, il est brutal. Les stations, jadis illuminées par leurs dômes de verre réfléchissants, sont désormais recouvertes de plaques de métal. Les arches qui vibraient et vibraient sous la pression sont murées. Les canaux hydrauliques qui reliaient jadis des quartiers entiers sont comblés de gravats et de béton. Même les fontaines disparaissent. Les grands systèmes d'adduction d'eau, ceux qui se trouvaient juste devant les gares. Les premières photographies montrent des canaux d'alimentation souterrains. Ils ont tous été transformés en minuscules bassins décoratifs ou complètement supprimés, comme si quelqu'un avait voulu effacer toute trace de l'importance de l'eau à cet égard. Dans le même temps, la vapeur devient l'héroïne du siècle. Tous les journaux la louent, toutes les expositions la glorifient. Chaque gouvernement finance ce système. Et pendant ce temps, les infrastructures hydrauliques, propres, silencieuses et infiniment renouvelables, sont discrètement démantelées. Pourquoi abandonner un système qui ne nécessite ni charbon, ni bruit, ni pollution, et quasiment aucun entretien, à moins que ce système ne nous appartienne pas? Plus on y regarde de près, plus l'idée devient troublante. Peut-être les Victoriens n'ont-ils pas inventé les gares? Peut-être les ont-ils héritées?
Peut-être étaient-ils les gardiens d'une technologie qu'ils comprenaient à peine. Et lorsque de nouvelles puissances ont émergé, industriels, gouvernements, entreprises, ces systèmes sont devenus une menace. Une ville alimentée par l'eau ne peut être taxée de la même manière. Elle ne peut être contrôlée de la même manière. Cela ne nécessite ni approvisionnement constant en carburant, ni achats incessants, ni chaîne d'approvisionnement permanente. Un réseau énergétique sans entrave est le cauchemar de tout empire. L'histoire commence donc à changer. Les historiens affirment que ces gares ont toujours fonctionné à la vapeur. Des ingénieurs entreprennent de moderniser des structures qui ne leur ont jamais appartenu, et des photographies d'hommes taillant les arches de pierre d'origine sont perçues comme une rénovation plutôt que comme une destruction. Aux alentours de 1905, une photographie révèle la vérité. On y voit des ouvriers arracher d'énormes vannes, bien trop grandes pour n'importe quel système à vapeur. On voit des canaux comblés de ciment. On voit des plaques tournantes abandonnées. On voit des tunnels d'eau scellés avec des plaques de fer. Et puis, soudain, les portes de ces zones sont verrouillées à jamais. Aucune visite publique, aucune documentation, aucune explication. Plus on examine les preuves, plus on a l'impression que, loin de moderniser les gares, on les affaiblissait, on les dévalorise. On les fait coller au récit selon lequel la vapeur représentait l'apogée du progrès au 19e siècle. Or, les preuves visuelles contredisent totalement cette histoire. Les anciennes stations fonctionnaient mieux, elles étaient plus propres, elles étaient plus silencieuses, elles étaient plus avancées. Et puis ils ont disparu, pas brisés, non remplacés, effacés. C'est le plus grand signal d'alarme historique. Quand une technologie entière disparaît sans débat, sans transition et sans explication, cela signifie que sa disparition n'était pas naturelle, elle était intentionnelle. Et une fois qu'on comprend cela, l'histoire du 19e siècle cesse d'apparaître comme un progrès. Et cela commence à ressembler à une tentative de dissimulation.